C'est ça qu'il faut prendre les déclarations de Donald Trump. Hélène. Alors, en tant que futur chef d'État, je ne prendrai pas le risque de ne pas le prendre au sérieux. Et ce que je déplore là, c'est rien de tout ça était dans ses promesses de campagne. Ce n'était ni dit, ni écrit, nulle part dans les plateformes de son parti républicain MAGA. Donc, on le découvre là. Ça sort de nulle part. Et rebelote, comme en 2017, on est un peu soumis à des tweets intempestifs. Et on ne sait pas. C'est pour alimenter le réseau X de son ami Elon Musk. Oui, mais c'est peut-être un peu dommage de se servir de ce poste pour le faire. Votre analyse globale, avant d'entrer dans le détail, comment vous avez été surpris par ce qu'il a dit? Il y a l'histoire de faire du Canada un 51e État qui fait grand bruit. D'ailleurs, dès qu'il y a un article publié chez nous, c'est très, très lu. Selon les représentants du gouvernement du Canada, il s'agirait d'une blague, mais il faut voir ce qui se cache derrière ce qui a été présenté la première fois comme une boutade de la part de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, plus sérieusement, veut imposer des tarifs douaniers de 25% au Canada. Ça, c'est vrai. Il réclame des mesures, vous en avez parlé, plus importante à la frontière canado-américaine pour limiter les passages clandestins. Parce qu'on parle beaucoup du Mexique, mais il y a aussi un flux migratoire qui vient du Nord, qui vient du Canada. Qui est beaucoup moins important évidemment que celui entre le Mexique et les États-Unis à la frontière sud, mais on a vu une augmentation ces dernières années. C'est une préoccupation pour les Américains. Et puis, il faut se replonger dans le passé aussi. On a vécu 4 ans comme Canadiens, comme voisins des États-Unis dirigés par Donald Trump. 4 ans pendant lesquels il y a eu des tarifs douaniers, pas sur tout, mais sur l'acier et l'aluminium. Ça a été un contentieux important. Il y a eu aussi renégociation, et ça, j'ai couvert ça beaucoup quand j'étais basé au Canada à l'époque, assez dur, de l'accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis, renégociation au cours desquelles Donald Trump a voulu imposer sa vision plus protectionniste de l'économie et faire payer les Canadiens davantage. Donc, on a en tête tout ça au Canada quand on regarde aujourd'hui les commentaires qui sont faits. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose de plus personnel et une sorte de vengeance à la blague ou aux moqueries de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, à l'encontre de Donald Trump? Parce que ça a beaucoup fait parler, on sait qu'il n'avait pas apprécié. Est-ce que ça peut aussi entrer en ligne de compte? Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2018, il y a eu un G7 qui a eu lieu au Canada, à Lamalbé, au Québec. G7 à la fin duquel Donald Trump, quand il est parti dans l'avion, a déchiré en quelque sorte le communiqué final et envoyé ses émissaires, ses alliés sur les plateaux de télévision dire... des critiques, en fait, formuler des critiques à l'endroit de Justin Trudeau. Il y a même un des proches collaborateurs de Trump qui avait parlé de Justin Trudeau comme des gens qui devraient avoir une place spéciale en enfer. C'est les mots qui avaient été utilisés à l'époque. Donc oui, il y a une relation qui est compliquée entre Justin Trudeau et Donald Trump qui politiquement représente des visions très, très différentes, évidemment. Et puis on sent qu'avec les commentaires répétés de Donald Trump, il y a en quelque sorte des attaques qui ciblent particulièrement Justin Trudeau, qu'on présente non pas comme le premier ministre du Canada, mais comme dans ses messages, le gouverneur du potentiel 51e État. Donc, on cible ce Justin Trudeau, qui est quand même allé, le mois dernier, rencontrer Donald Trump à Mar-a-Lago pour tenter de rétablir les ponts dans cette relation qui est cruciale de toute façon pour le Canada. Hélène, votre analyse de cette relation, de cette situation? On ne peut pas quand même admettre qu'on va être dans des règlements de compte perso. On ne peut pas l'admettre, on peut essayer de poser la question en tout cas. Alors, moi je déplore l'ingérence tout de même des États-Unis dans les affaires canadiennes. Mais aussi, pardonnez-moi, il y a juste un fil d'attente là pour être le 51e État. Il y a déjà le Washington DC, par exemple, qui a fait un référendum. Porto Rico. La ville capitale aux États-Unis. Ce n'est pas un État. Non. Et ça pose des problèmes administratifs pour ces gens-là. Donc, ils ont fait un référendum et ils souhaitent à 86% devenir un État. Ils sont que 600 000 habitants, mais tout de même, ils sont là, juste, ça les concerne directement. Il y a aussi, et on avait parlé juste un tout petit peu avant les élections, le Puerto Rico. 3 millions d'habitants, ils ont aussi fait un référendum pour dire oui, majoritairement, ces citoyens souhaitent devenir un État. Si l'un ou les deux devient un État, ça va balayer un peu le projet MAGA à tout jamais, parce qu'ils sont majoritairement des progressistes. Vous parliez des sondages qui ont été faits. Je peux vous dire aussi que s'il y avait un référendum ou une question posée au Canada pour joindre les États-Unis comme 51e État, probablement que le résultat serait pas très favorable à cette idée-là, parce qu'un sondage qui a été fait récemment qui montrait que 13% de la population canadienne seulement était intéressée par cette idée. Très sérieusement, la question du Groenland. On comprend aussi les visées. Je le disais en préambule, la Chine, la Russie s'intéressent également à ce territoire. Il y a 50 000 habitants, il n'y a rien, mais il y a des richesses dans le sol.
Donc c'est aussi quelque chose qui pourrait être important ou intéressant ou problématique. Les minéraux rares ne sont pas découverts là. Donc ça faisait partie des négociations et de la diplomatie. Et c'est terrible tout de même et dangereux de mettre à dos nos alliés de l'OTAN. Ça, c'est quand même les pays amis. Donc ça va se passer normalement. Donc, ça va se passer comment avec des pays où donc c'est vraiment dommage. Les relations internationales demeurent fragiles et c'est terrible de injecter comme vous avez dit tout à l'heure, des brimades et puis c'est pas très rassurant tout ça. C'est la dernière question que je voulais vous poser. Comment, quand on vit de l'autre côté de la frontière, on voit l'arrivée à partir du 21 janvier, le retour de Donald Trump aux affaires. Est-ce que c'est un vrai sujet d'inquiétude? Est-ce que c'est un sujet de plaisanterie et d'inquiétude? Est-ce que c'est simplement un sujet de plaisanterie? Non, le sujet, il est sérieux. C'est notre partenaire le plus important sur le plan politique, sur le plan économique, avec des échanges commerciaux majeurs. La frontière, c'est près de 9000 kilomètres de frontière. Donc, c'est très important sur beaucoup de dossiers. Et c'est pris au sérieux par les autorités. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est qui fera face à Donald Trump pour les 4 prochaines années? Vous n'êtes pas sans savoir que Justin Trudeau fait face à des difficultés politiques énormes. On dit qu'il réfléchit présentement à son avenir. Il y aura des élections indéniablement au cours des 12 prochains mois au Canada. Et si on se fie au sondage, Justin Trudeau va probablement les perdre. Est-ce que le prochain premier ministre, si Justin Trudeau en effet perd les élections, aura ce dossier à gérer? C'est clair. Alors, tout le monde prend cette question au sérieux, malgré tout le bruit qui se fait autour des blagues du 51e État, etc. Économiquement, politiquement, sur le plan de la défense et de la migration, c'est crucial. Merci à tous les deux d'avoir été sur le plateau du live qui parle de cuisine. C'est Cuisine et Fête. Regardez votre programme avec le sachet rose Alza, toujours à vos côtés depuis 1897. Alza.